Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de lire avec vous la lettre du CEPI numéro 421 d'octobre à novembre 2021 qui s'intitule Horizon 2050 où la dynamique actuelle mène-t-elle l'économie mondiale. Un article scientifique rédigé par Lionel Fontanier, Erika Perego et Gianluca Santoni. Donc, dans cet article, nous allons nous intéresser à ce que sera l'horizon économique en 2050. Quels seront les grands équilibres des forces en présence? Alors, dans cette lecture, je vous propose de ne pas nous attarder sur la méthodologie du modèle économétrique utilisé pour arriver aux conclusions qui suivent. Je vais juste préciser quelques petits éléments. Il s'agit d'une analyse de projection. Il s'agit de projection macroéconomique et non d'une analyse prospective. L'analyse prospective multidisciplinaire bâtit des scénarios et essaie d'identifier les signaux faibles pouvant entraîner des bifurcations et des chocs majeurs. Les projections macroéconomiques, au contraire, reposent sur l'identification des moteurs de développement économique pour établir ces sentiers de croissance à long terme. Donc ici, il s'agit d'une projection et non d'une prédiction. La prédiction part du principe qu'un événement va se produire avec telle probabilité. Une projection part, elle, du principe qu'elle pose au départ une hypothèse, un scénario. Et elle dit, si on ne fait rien, ou si la tendance suit le cours qu'elle est en train de suivre, tel événement se produira avec telle probabilité. C'est un peu complexe, je vous l'accorde, à expliquer de cette manière-là. C'est pour ça que nous allons en rester là pour les explications sur la différence entre projection et prédiction. Tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'il s'agit d'une projection et non d'une prédiction. Elle part du principe que la tendance observée lors des années précédentes va se poursuivre. C'est-à-dire que le modèle développé dans ce papier repose largement sur des hypothèses de rattrapage technologique pour la productivité globale des facteurs et l'efficience énergétique, et de rattrapage en matière de niveau d'éducation. C'est-à-dire que les pays les moins développés tendent à se rapprocher des pays développés, loin de la moyenne des pays développés. C'est ce que cela signifie. D'autre part, le choc économique résultant de la pandémie de la Covid-19 n'est pas intégré dans ces projections, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en cause les conséquences économiques
dramatique de la pandémie. Cette crise sanitaire a entraîné la plus forte contraction de l'économie mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il est évidemment imprudent de considérer qu'elle n'aura pas d'implication sur la croissance future. Pour autant, en 2021, les effets à attendre sur les trajectoires de long terme des économies relèvent toujours de la conjecture. Il est trop tôt pour déterminer comment les intégrer dans ce modèle. Grosso modo, vous l'avez compris, la pandémie de Covid-19 et ses conséquences ne sont pas prises en compte dans le texte qui suit. Alors que nous dit cet article? Si la marche du monde ne connaît pas d'infection majeure, comment l'économie mondiale sera-t-elle transformée en l'espace d'une génération à l'horizon 2050? On s'attend bien sûr à observer la poursuite de la montée en puissance de la Chine, rattrapant les États-Unis, mais à quel rythme et dans quelle proportion? Et quels sont les mécanismes sous-jacents à ce rattrapage? Donc, une génération en arrière, en 1990, les États-Unis représentaient 9 fois la Chine en termes de PIB. C'est-à-dire que le PIB des États-Unis était 9 fois supérieur à celui de la Chine. Et la France pesait l'équivalent de 2 Chines. C'est-à-dire que le PIB de la France était 2 fois celui de la Chine. En 1990. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. En 2020, le PIB chinois représente 72% du PIB américain et plus de 4 fois celui de la France. Donc on voit à quel point ils ont rattrapé leur retard. L'Empire du Milieu s'est ainsi imposé comme la deuxième économie mondiale en détrônant le Japon. Et oui, le Japon était la deuxième économie mondiale en 90. Le Japon, dont le PIB ne représente plus que 27% de celui des États-Unis, contre 59% en 1990. En 2050, la Chine devrait dépasser très largement les États-Unis, donc devenir la première puissance économique mondiale. Sa taille économique serait 44% plus élevée, comme l'illustre le graphique que je vous montre rapidement ici. Et voilà. Ce déplacement est attendu en 2031. Donc si les choses continuent telles qu'elles sont, la Chine deviendra la première puissance économique mondiale en 2031. Cette perspective très proche éclaire la dégradation des relations commerciales et diplomatiques sino-américaines, mais ne doit pas masquer les autres bouleversements majeurs des équilibres économiques mondiaux. L'autre pays qui connaît une croissance rapide, c'est l'Inde, qui a dépassé son ancien colonisateur en une génération. Donc ils ont dépassé le Royaume-Uni.
C'est eux l'ancien colonisateur. Et l'Inde réalise une remontée de 10 places dans le classement international. Poursuivant son rattrapage économique, l'Inde devrait être la troisième économie mondiale en 2050. La quatrième si l'on considère l'UE à 27 comme un pays, ce qui n'est pas le cas, puisque l'UE est la somme de plusieurs petits pays. Avec un PIB pour l'Inde 3 fois supérieur à celui du Royaume-Uni, donc de la puissance colonisatrice. Les 3 autres grands pays émergents formant le groupe des BRIC, Brésil, Russie et Afrique du Sud, ne semblent pas promis à des succès comparables. En revanche, on s'attend à une progression rapide du Nigeria et de l'Indonésie, dont les PIB devraient dépasser celui de la plupart des pays européens. Ces 2 pays pourraient devenir respectivement les 7e et 8e économies du monde à l'horizon 2050. L'arrivée du Nigeria et de l'Indonésie dans le top 10 mondial en 2050 nous rappelle aussi que la démographie est l'un des moteurs de la croissance à long terme. Dans le cas extrême du Nigeria, la croissance de la population active explique le quart de la croissance économique à l'horizon d'une génération. A l'inverse, la croissance de plusieurs pays est entravée par une démographie défavorable. C'est le cas en Chine, où les effets du vieillissement de la population commenceront véritablement à se faire sentir, mais plus encore en Allemagne ou au Japon. Dans ces 2 pays, la démographie va annuler entre 20 et 45% de la croissance tirée des autres moteurs du développement économique. Le problème est particulièrement sensible au Japon, où, contrairement à la Chine et à l'Allemagne, l'accumulation du capital ne permet pas de compenser le déclin de la population active. Donc, concernant la planète et l'environnement, d'après les projections des systèmes productifs des principales économies du monde, devraient continuer à se faire moins énergivores, c'est-à-dire consommer moins d'énergie. Les ordres de grandeur ne sont pas négligeables. On s'attend à ce que l'Union européenne à 27 produise en 2050 jusqu'à 26% de PIB supplémentaire avec la quantité d'énergie consommée en 2020. C'est-à-dire qu'avec la même quantité d'énergie, en Europe, on produira 26% de plus en 2050 par rapport à aujourd'hui. Ce chiffre dépasse les 30% pour les États-Unis. Les gains sont un peu moins spectaculaires dans les pays émergents, mais tout de même importants. À l'horizon 2050, la consommation d'énergie de 2020 devrait permettre de produire 24% de PIB supplémentaire en Chine et 18% en Inde.
Pour que les pays promis à une croissance faible comme l'Union européenne ou le Japon, pour les pays promis à une croissance faible comme l'UE et le Japon, la réduction de l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire la réduction de la quantité d'énergie nécessaire pour produire une production fixée, devrait tout juste permettre de stabiliser la consommation d'énergie dans les décennies à venir, au mieux d'envisager une très légère baisse. Mais c'est loin d'être le cas dans les pays à forte croissance, dont la part dans la consommation mondiale d'énergie devrait s'accroître de 25% aujourd'hui pour la Chine à 33% en 2050, de 8% à 16% pour l'Inde, tandis que les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne et l'UE, qui consomment aujourd'hui plus de 30% de l'énergie mondiale, devraient voir leur part baisser à 17% en 2050. Au total, les projections de consommation d'énergie dans le monde suivent une pente alarmante, même en tenant compte des changements structurels prévisibles comme vise à faire après le présent exercice. Les tendances actuelles conduiraient à un doublement de la consommation d'énergie d'ici 2050. Ces chiffres ne sont pas ceux des émissions de gaz à effet de serre, mais de l'ensemble des énergies consommées, fossiles ou renouvelables. Ils illustrent néanmoins l'ampleur du défi que représentent les enjeux climatiques et la profondeur des changements nécessaires. Le dernier rapport du GIEC conclut que la limitation du réchauffement à 1,5 degré à l'horizon 2100 nécessite d'atteindre la neutralité et carbone peu après 2050. Compte tenu des projections de la consommation d'énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre doit nécessairement passer par une accélération drastique de l'efficience et une décarbonation majeure du mix énergétique. Tous les pays devront y prendre leur part de façon coordonnée. Le véritable enjeu des prochaines COP sera de trouver les mécanismes de coopération internationale incluant le plus grand nombre de pays émergents et en développement, permettant d'éviter que ces projections de consommation énergétique envisagées ici ne se traduisent en utilisation d'énergie fossile. Voilà, je crois que la lecture de cet article se suffit à elle-même. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés à comprendre ce que j'ai commenté, ce que j'ai lu, pardon. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager et à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.